La même heure à Farabougou dans la région de Ségou. Mesdames et messieurs, en vous espérant en santé, bonjour et merci de nous choisir pour vous informer au microphone Brahma Traoré. Et Fatou Djabi, bonjour à tous, voici les titres. Décrété 2027, année de la femme, de l'enfant et de la famille, une recommandation des participants à la phase nationale des états généraux sur ces cibles qui s'achève à Bamako. Rendre le système éducatif malien plus résilient, c'est le défi que se lance un nouveau programme régional qui couvre 42 autres pays. Ils ont la vie sauve grâce à un pêcheur sénégalais. Une centaine de migrants en partance pour l'Europe ont été secourus mardi au large des côtes d'Agaroise. Au manque d'argent, des mesures drastiques, l'ONU réunit de plus de 15% du budget régulier, soit environ 500 millions de dollars et supprime environ 19% des postes. Ces mesures sont annoncées par son secrétaire général. Journée de mobilisation ce jeudi en France, les syndicats dans les rues pour protester contre les mesures budgétaires annoncées par le gouvernement. Principal mot d'ordre, la justice sociale et fiscale. Tour préliminaire allé des compétitions africaines des clubs, les stades malien de Bamako et de Djiliba AC sont en déplacement où ils jouent dimanche contre respectivement les Camerounais et les Nigeria. Dans la leçon du sport, focus sur l'installation du saut en longueur en athlétisme. Quand le conflit entre bailleurs et locataires conduit à l'expulsion, on parle de l'ultime recours judiciaire. Pourtant, la législation malienne précise les contours du bail et les différentes formes de contrats locatifs. On en parle dans la chronique judiciaire en fin d'édition avec Gary Pérou. Et c'est tout pour les titres. C'est l'épilogue d'un exercice qui aura duré 3 mois. Rideau sur la phase nationale des états généraux de la situation sur la situation de la femme, de l'enfant et de la famille. Cette dernière étape a permis de débattre sans filtre des préoccupations des cibles avant de formuler une batterie de recommandations. Parmi ces recommandations, la réforme du cadre juridique pour garantir les droits fondamentaux des femmes et des enfants, le renforcement des mécanismes communautaires de prévention et de prise en charge des violences. Les participants plaident également pour que 2027 soit décrété année de la femme, de l'enfant et de la famille. Le compte rendu de Sokona Kamsoko. Gouvernance, genre et autonomisation, violence basée sur le genre, protection et promotion de l'enfant, tels sont entre autres thèmes débattus entre experts, société civile et partenaires techniques et financiers. L'exercice s'inscrit dans le cadre de la phase nationale des états généraux de la situation de la femme, de l'enfant et de la famille. Ces concertations avaient pour but de faire une analyse approfondie avec des recommandations au sortir. Maïga Sinadamba, présidente de la Commission nationale d'organisation des états généraux sur la situation de la femme, de l'enfant et de la famille. Dans chaque témoignage, chaque recommandation, chaque proposition, il y avait une volonté de bâtir un Mali plus juste, plus équitable, plus humain. Parmi les recommandations phares issues de nos travaux, nous retiendrons celle-ci. La réforme du cadre juridique pour garantir les droits fondamentaux des femmes et des enfants, l'institutionnalisation de la budgétisation sensible au genre dans tous les secteurs, le renforcement des mécanismes communautaires de prévention et de prise en charge des violences, la valorisation du rôle de la famille comme socle de cohésion sociale et de résilience. Parmi les recommandations formulées, la demande au président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, de décréter l'année 2027 comme année de la femme, de l'enfant et de la famille, car 2027 coïncide aux 30 ans de la création d'un département pour gérer la situation des enfants, des femmes et de la famille. Les résolutions formulées à l'issue des échanges seront élaborées dans un document qui sera transmis à qui de droit. Diara Djeneba Sanogo, ministre de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille. Ce document constituera un outil stratégique qui orientera l'action de l'État et de ses partenaires dans les années à venir. Il traduit un engagement national pour assurer le bien-être des enfants, des femmes et des familles du Mali. Pierre après pierre, le Mali Koura est en train de prendre corps grâce à la détermination de ses filles et de ses fils. Bakary Traoré, ministre de la refondation de l'État, chargé des relations avec les institutions. La tenue des États généraux sur la situation de la femme, de l'enfant et de la famille s'inscrit dans le cadre de la refondation sociale qui, tout comme la refondation politique et institutionnelle, constitue une forte recommandation populaire exprimée lors des assises nationales de la refondation. Nous partons satisfaits de ce débat national, dont les conclusions contribueront significativement
à bâtir un avenir plus juste et prospère pour les femmes, les enfants et les familles. L'objectif global étant la création des conditions nécessaires favorables à l'épanouissement de la femme, de l'enfant et de la famille. La phase nationale sur la situation de la femme, de l'enfant et de la famille referme ses portes au moment où un nouveau programme sur la résilience du système éducatif malien est lancé. Une initiative régionale qui touche les différents ordres d'enseignement au Mali et vise à redynamiser le secteur de l'éducation. Oui, outre le Mali, le programme couvre 42 autres pays. Il est porté par l'Observatoire régional africain de la résilience des systèmes éducatifs. Awa Traoré était à la cérémonie de lancement du programme pour Mali Actualité. Un système éducatif malien résilient face aux contraintes est l'objectif que s'est fixé l'Observatoire régional africain de la résilience des systèmes éducatifs ARES-RO. Du primaire au supérieur en passant par le secondaire. Cette initiative régionale entend redynamiser le secteur de l'éducation à travers une série d'activités. Belko Welegem, recteur de l'Université des lettres et des sciences humaines de Bamako, Yambo Welegem. Cet événement marque une étape décisive pour notre pays car il s'inscrit dans une démarche collective de résilience éducative face aux défis multiples auxquels le Mali est confronté. Ce programme facilitera la compréhension de la résilience du système éducatif de nombreux pays, notamment ceux qui font face à une instabilité. Dr Fatoumata Keita, professeur à l'Université des lettres et des sciences humaines de Bamako, Yambo Welegem. Ces projets visent justement à anticiper, à devenir une sorte de plateforme qui va générer des données pour que nos universités, nos écoles puissent anticiper les crises. Le projet est mis en œuvre dans 42 pays, mais l'étude est menée dans 8 pays pôles, parmi lesquels le Mali, le Sénégal, le Cameroun, le Malawi, l'Éthiopie, le Ghana, entre autres. Plus qu'une institution d'apprentissage, l'école est un lieu de découverte et d'échange. Mais pour des raisons sociopolitiques, de nombreux enfants ont été privés de ce droit. Ainsi, l'Observatoire régional africain de la résilience des systèmes éducatifs, ARES-RO, œuvre afin que cela soit un lointain souvenir. Ce projet a pour l'objectif de renforcer la résilience des systèmes éducatifs en Afrique. Vous avez vu avec la Covid-2019, notre système éducatif a connu beaucoup de problèmes, des perturbations qui ont conduit à la rupture scolaire. Alors, quoi de mieux qu'un cursus scolaire qui suit normalement son cours? Oui, un autre processus qui suit normalement son cours est celui de la production par le département du fichier électoral et de l'informatique de certains documents électoraux, des documents qui doivent être acheminés vers des commissions en charge de la révision des listes électorales. Commission dont les travaux débutent le 1er octobre prochain pour avoir le cœur net. Le rapporteur général de l'autorité indépendante de gestion des élections s'est rendu sur place. Comme vous allez l'entendre, il n'a pas du tout été déçu sur ses pas, notre reporter Mohamed Kaintao. Au département du fichier électoral et de l'informatique de Lège, il est presque 11 heures lorsque le rapporteur général du collège de Lège franchit le portail de la structure. Ici, une équipe dévouée à la tâche attend le professeur Fomba et sa délégation. Professeur Brahima Fomba, rapporteur général de Lège. Lège est responsable de la confection, de la gestion, de la mise à jour et de la conservation du fichier électoral, d'une part. Et d'autre part, Lège est chargé de la supervision et du suivi de la révision des listes électorales lors des scrutins. Mais dans le fond, lorsqu'on analyse ces deux missions principales, on se rend compte que en fait, ces deux missions principales sont déclinées en 4 activités, justement, qui sont d'abord la première activité, qui consiste de la part de Lège à recevoir du ministère de l'administration territoriale la liste des électeurs potentiels, liste qui est extraite du fichier RAVEC, et cette liste-là est acheminée au niveau de Lège. La deuxième activité, justement opérationnelle au niveau de Lège, c'est de produire l'ensemble des documents qui sont utilisés par les commissions administratives. L'objectif semble être atteint car les documents qui doivent être produits et remis aux commissions en charge de la révision des listes électorales sont déjà fin prêts, à savoir
la liste électorale des communes, la liste pour les opérations de radiation, les tableaux de validation, de radiation et de transfert. Professeur Brahima Fomba, rapporteur général de l'EJ. Comme on vient de le constater, l'EJ, en tout cas pour ce qui concerne sa part contributive, est totalement à jour. Tous les documents sont prêts. Bon, maintenant, il reste la suite avec notre partenaire du ministère de l'Administration territoriale. La suite qui consistera maintenant à acheminer ces documents auprès des commissions administratives dont les travaux, faut-il le rappeler, doivent démarrer le 1er octobre prochain. Après avoir visité la salle multifonctionnelle et celle d'impression de la structure, l'émissaire du président de l'EJ s'est dit comblé de l'immensité de la tâche effectuée par les responsables du département du fichier électoral et de l'informatique de l'EJ. Ils ont la vie sauve grâce à un pêcheur sénégalais. 112 migrants en partance pour l'Europe ont été secourus mardi au large des côtes dakaroises. C'est le pêcheur Moussa Diallo qui a remarqué la pirogue à la dérive à une dizaine de kilomètres des côtes alors qu'il était sorti pêcher. L'embarcation pleine de passagers n'avait plus de moteur. Selon lui, les capitaines avaient quitté le bateau, abandonnant une centaine de personnes à son bord. Il a alerté un autre pêcheur qui fait lien avec la gendarmerie. Rapidement, la marine est venue à la rescousse des passagers tous sains et saufs, mais éprouvés. Eux n'ont pas eu cette chance. Plus d'une centaine de réfugiés soudanais ont péri ou sont portés disparus après 2 naufrages au large de Tobrouk dans l'est de la Libye. C'est ce qu'ont indiqué l'Organisation internationale pour les migrants et le Haut Commissariat aux réfugiés. L'OIM réclame une action urgente pour mettre fin à ces tragédies en mer. De son côté, le HCR estime que la véritable solution est de mettre fin à la guerre au Soudan afin que les familles puissent rentrer chez elles en toute sécurité. Entre le 1er janvier et le 13 septembre 2025, 456 personnes ont perdu la vie et 420 autres ont été portées disparues le long de la route maritime selon l'OIM. Pas de naufrage signalé au Togo, mais l'ancienne ministre des Armées, Marguerite Niakhaté, a été interpellée par les services de sécurité. Elle doit encore être entendue par les autorités. Démise de ses fonctions en 2022, elle était active sur les réseaux sociaux, vidéos et publications dans lesquelles elle appelle à un changement à la tête de l'État. Dans une récente publication, Marguerite Niakhaté a affirmé que Faure Gnassingbé a échoué et que le maintenir au pouvoir serait une erreur. Nous restons dans le registre politique pour nous rendre au Gabon qui organise les 27 septembre et 11 octobre prochains des élections législatives couplées au local. La campagne électorale est ouverte depuis hier à minuit. 1600 candidats convoitent les 145 sièges de députés et 17 000 autres veulent devenir conseillers municipaux ou départementaux. Ce sont ces conseillers qui éliront au suffrage indirect les maires, les présidents des assemblées départementales ainsi que les sénateurs. Ces scrutins mettront définitivement un terme à la transition entamée après le coup d'État du 30 août 2023 contre l'ex-président Ali Bongo Brahma Traoré. Oui, en attendant en RDC, la pétition lancée par les députés contre plusieurs membres du bureau de l'Assemblée nationale est jugée recevable. Ce document qui porte sur le fonctionnement interne du Parlement vise surtout le président de la Chambre basse, Vital Kamerhe. Ce jeudi, la commission spéciale temporaire doit se mettre au travail. Elle a 3 jours pour établir des conclusions qui seront présentées aux députés. Députés qui seront ensuite appelés à se prononcer sur cette pétition qui a été signée par 262 députés, dépassant ainsi les 250 requis pour une majorité. Pendant ce temps, le Premier ministre soudanais Kamel Idriss poursuit sa visite à Riyad en Arabie Saoudite, un déplacement qui vise à relancer les relations entre les deux pays. Il s'agit de nouer un partenariat stratégique avec Riyad au niveau économique. Si les deux pays ne possèdent pas de frontières communes, ils partagent les côtes de la mer Rouge. C'est la seconde visite du Premier ministre soudanais à l'étranger depuis sa nomination en juin dernier. La première a été effectuée au Caire en Égypte il y a un mois. Soudan, comme d'autres pays du monde, sont certainement concernés par ces mesures. Dans un courrier datant du 16 septembre dernier, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a annoncé une réduction de plus de 15% du budget régulier, soit environ 500 millions de dollars, et la suppression d'environ 19% des postes financés par cette partie du budget. Les comptes d'appui aux opérations de maintien de la paix sont aussi soumis à des réductions. Des
mesures de réorganisation des services sont également présentées, par exemple le regroupement du service paye de l'organisation à New York et la libération de 2 immeubles en location. Sur le front social en France, les syndicats ont protesté ce jeudi contre les mesures budgétaires d'austérité annoncées par le gouvernement. La mobilisation a été particulièrement suivie avec comme principal mot d'ordre la justice sociale et fiscale. Les autorités attendaient 800 000 personnes dans les grandes villes et quelques 250 cortèges annoncés un peu partout en France. C'est bien plus que la journée citoyenne bloquant tout du 10 septembre dernier qui avait rassemblé 200 000 personnes selon la police. Pas de grogne sociale au Royaume-Uni, bien au contraire. Le pays déroule les tapis rouges à Donald Trump. Le président américain a été reçu hier avec une pompe royale spectaculaire pour la première fois de sa visite d'État. C'est l'un des plus grands honneurs de ma vie, a déclaré le locataire de la Maison-Blanche lors d'un banquet à côté de du roi Charles III, devant quelques 160 invités, membres de la famille royale, personnalités des mondes politiques et économiques. Donald Trump décrit le Royaume-Uni et les États-Unis comme deux notes d'un même accord. Et il poursuit ce jeudi sa visite officielle dans le pays. Pour boucler ce tour d'horizon à 13h passées de 16 minutes, nous restons avec le président américain qui qualifie le mouvement Antifa d'organisation terroriste. Antifa est un terme générique qui désigne des groupes d'extrême gauche se réclamant de l'antifascisme. J'ai le plaisir d'informer nos nombreux patriotes américains que je désigne Antifa une catastrophe de la gauche radicale, malade et dangereuse comme organisation terroriste, a déclaré le président américain sur son compte social. Retour à la maison dans l'actualité des sports préliminaires alliés des compétitions africaines des clubs en Ligue des Champions. Le stade malien de Bamako affronte dimanche le Cameroun. Le même dimanche, en Coupe de la Confédération, le Djoliba AC joue contre le Nigeria. Les deux équipes ont quitté ce matin Bamako. Oui, dans la leçon du sport ce jeudi, focus sur l'installation du saut en longueur en athlétisme. Les spécificités de ces sauts dans la synthèse de l'actualité sportive qui porte la signature de Fotigui Tunkara. Sur le continent, le week-end sera marqué par les matchs allés du premier tour préliminaire de la Coupe de la Confédération et de la Ligue des champions d'Afrique de football. Les représentants maliens, le Djoliba AC en Coupe de la Confédération et le Stade Malien de Bamako en Ligue des champions, jouent ce dimanche. Le Djoliba jouera contre Abia Warriors du Nigeria à 15h au Stade international Godwill Akpabio du Nigeria. Le Stade Malien de Bamako affrontera Tempête Mokaf de la Centrafrique en match délocalisé au Stade Japoma de Douala au Cameroun à 14h. À la veille de leur départ, les deux équipes ont respectivement reçu hier à Sotiba et à Remakono la visite d'une délégation de la Fédération malienne de football venue les motiver et leur manifester son soutien. Déjà mardi, les Blancs de Bamako avaient convié la presse sportive à laquelle les 15 premières minutes de l'entraînement de l'équipe étaient ouvertes. Famour Djourté a assisté à cette séance d'entraînement des Blancs de Bamako. Voici son reportage. Pour cette nouvelle aventure continentale, les dirigeants du Stade malien de Bamako n'ont pas hésité à mettre la main à la poche. Une douzaine de recrues ont rejoint l'effectif durant l'intersaison. Au complexe sportif Fousséni Diarra de Sotiba, les préparatifs vont bon train. Moril Mesak Njoya, entraîneur du Stade malien de Bamako. Les préparatifs se passent bien dans la mesure où nous avons eu assez de temps pour le faire. J'avoue qu'il faut parfois donner un peu de temps à certains joueurs pour pouvoir s'adapter. L'objectif du club de Sotiba est d'atteindre la phase de poule de la Ligue des champions de la CAF cette saison, ce qui serait une première pour le club depuis l'instauration de la formule actuelle en 1997. L'enjeu est donc de taille, une place au second tour préliminaire et à terme un ticket pour la lucrative phase de poule. Hama Mandian, capitaine et milieu de terrain du Stade malien de Bamako. D'habitude, nous sommes dans la Coupe CAF qui n'a rien à voir avec la Ligue des champions. Il faut beaucoup travailler encore plus pour pouvoir entamer les matchs de la Ligue des champions. Et notre objectif, c'est de rentrer en phase de poule. Une double confrontation entre deux clubs historiques. Le Stade malien de Bamako et l'AS Tempête de la République centrafricaine sont les plus titrés dans leur pays. Le représentant malien, fort de ses 21 titres de champion et 24 coupes du Mali, fait face à une formation centrafricaine tout aussi redoutable. L'AS Tempête est 12 fois champion de Centrafrique à égalité avec l'Olympique Real de Bangui et 7 fois vainqueur de la Coupe nationale. La manche allée entre l'AS Tempête Mokaf de la République centrafricaine et le Stade malien de Bamako, comptant pour le premier tour préliminaire de la Ligue des champions de la CAF, est programmée pour dimanche 21 septembre 2025 à 14h GMT au Stade Japoma de Douala au Cameroun. Ligue des champions d'Europe de football, la première
première journée de groupe prend fin ce soir avec 6 matchs à l'affiche. Club Brugge, Monaco à 16h45, FC Copenhague, Bayer Leverkusen à 16h45, Eintracht Francfort, Galatasaray à 19h, Manchester City, Naples à 19h, Newcastle, FC Barcelone à 19h et Sporting Club Kairat Almaty à 19h. Hier, au compte de cette première journée de groupe, les Grecs de l'Olympiakos et les Chypriotes de Paphos ont fait match nul 0-0. Les Tchèques de Slavia Prague ont été accrochés par les Norvégiens de Bodo Glimt 2 buts partout. Ajax s'est incliné devant Inter Milan 2-0. Le Bayern Munich a disposé de Chelsea 3-1. Liverpool a dominé Atlético Madrid 3-2. Atalanta s'est incliné devant les PSG 4-0. La leçon du sport de ce jeudi est consacrée à l'installation du saut en longueur en athlétisme. De la famille des concours, le saut est une épreuve d'athlétisme dans laquelle l'athlète doit parcourir la plus grande distance par un saut soit horizontal dans le cas du saut en longueur et du triple saut, soit vertical avec le saut en hauteur et le saut à la perche. Isaac Chenou nous parle des installations du saut dans cette leçon. L'athlétisme, en tant que sport universel, offre une variété d'épreuves qui mettent en avant la force, la technique et l'agilité des athlètes. Parmi ces épreuves, les disciplines de saut se distinguent par leur diversité et leur complexité. Parmi les sauts, Adama Kone s'intéresse aujourd'hui au saut en longueur. L'officiel technique nous présente les installations de cette épreuve. Une fosse de sable de 9 mètres de long au moins et sur 2,85 m minimum. Sinon, jusqu'à 4,30 m au maximum pour des fosses de 2 couloirs de long. Après la fosse, on a une planche d'appel qui se situe de 1 mètre à 3 mètres de la fosse. Et la planche d'appel a une longueur de 1,22 m pour une largeur de 20 cm et l'épaisseur de 10 cm. Après, il y a une planche de plasticine pour laisser la trace au cas où le pied de l'athlète dépasse la planche. Et la planche de plasticine est de 10 cm de large sur 1,22 m. Il y a un couloir d'élan qui fait la largeur d'un couloir de course, 1,22 m, avec une longueur minimum de 35 mètres et qui peut aller au-delà de 40 mètres. Vous avez pour le mesurage de la vitesse du vent l'anémomètre qui est obligatoire dans une compétition officielle pour prendre la vitesse du vent. On a aussi l'horloge de concentration, là où on met le temps d'essai qui est de 1 minute pour le saut en longueur. On a un tableau d'affichage pour mettre le nom de l'athlète qui doit passer et le tour. On a 3 systèmes de mesurage homologués par World Athletic. D'abord le ruban en acier, le mesurage électronique, le mesurage par vidéo. Dans le déroulement, un minimum de qualification directe existe avant la finale. Les épreuves de saut en athlétisme présentent une richesse de technique et d'exigence physique qui fascine les amateurs de ce sport. Cette nouvelle du basketball pour terminer. Les interligues sont reportées en décembre prochain, initialement prévues du 20 au 30 septembre courant à Ségou. La compétition est finalement reportée par la Fédération malienne de basketball en raison des contraintes budgétaires. Chronique judiciaire. C'est un phénomène très présent dans notre quotidien. Il s'agit du conflit entre bailleurs et locataires qui conduit parfois à l'expulsion, ultime recours judiciaire pour les propriétaires. Pourtant, la législation malienne a bien réglementé le bail et précisé les différentes formes de contrats locatifs. Découvrons-les dans la chronique judiciaire de ce jeudi signée Garibou Pérou. Qu'il s'agisse d'un bail d'habitation commercial ou à usage professionnel, l'expulsion d'un locataire ne saurait jamais être considérée comme une mesure anodine. Acte grave, souvent lourd de conséquences sociales et humaines, elle demeure encadrée par une procédure judiciaire dans le respect de l'état des droits. Maître Boubacar Diallo, président de l'ordre des huissiers commissaires de justice. L'expulsion, c'est une mesure judiciaire. Il faut à la base une assignation. L'assignation permet de mettre les griefs dans un document adressé au juge, c'est-à-dire le président du tribunal ou son représentant, pour statuer sur une décision, statuer sur un fait qui concerne l'occupation illicite ou illégale d'un endroit, ou à peu près même si l'occupation est légale, mais que la personne qui s'y trouve n'arrive pas à payer le loyer convenu. Les fondements pouvant motiver une telle démarche sont précis. Le bailleur, pour agir, doit invoquer des motifs légitimes, dûment établis et se conformer aux règles en vigueur. Il faut au préalable une décision de justice. Ensuite, il faut passer par un huissier pour qu'il donne un commandement aux fins de délaisser les lieux. Et il faudra un PV d'expulsion qui comprend les pièces
que vous avez fait sortir, les pièces une à une, énumérer ces pièces-là sur un document qu'on appelle procès-verbal d'expulsion, et ce PV-là est signé par la personne expulsée. À défaut, s'il s'abstenait de signer, cette mention est inscrite sur le PV. Et après cela, il s'agit de faire place nette. Maintenant, si ces conditions ne sont pas respectées, et que quelqu'un vient comme ça, il ne vous donne pas une décision de justice, il ne vous donne pas un commandement pour délaisser les lieux, et qu'il vient comme ça, vous expulser, là je pense que vous avez droit à des réparations. Une personne isolée ou une famille entière, le juge peut adopter une même appréciation sans nécessairement tenir compte de la situation sociale ou de la vulnérabilité des occupants. Le droit, dans sa rigueur, impose parfois une distance avec les considérations humaines. L'expulsion est toujours judiciaire, c'est-à-dire que les droits de locataires sont garantis. Le bailleur ne peut pas se lever lui-même pour aller exécuter une décision de justice ou pour aller demander aux gens de sortir. Parce qu'en droit malien, seul l'huissier de justice est habilité pour aller expulser la personne et en vertu d'un titre exécutoire, une décision de justice. Cependant, une exception notable subsiste. Le magistrat se doit de tenir compte des réalités climatiques, notamment de la saison des pluies, période durant laquelle l'exécution des décisions d'expulsion devient particulièrement délicate. Autrefois, c'était le ministère de la Justice, simplement. Aujourd'hui, c'est le ministère de la Justice et des droits de l'homme. Puisqu'on a mis le droit de l'homme, l'ordre du CME a décidé qu'en période hivernale, l'expulsion des habitations soit arrêtée. Je dis bien l'expulsion au niveau des habitations. Mais cela n'est pas le cas pour un commerçant ou un professionnel qui se trouve dans un bâtiment. Dans sa sagesse, la loi a érigé un ensemble de garanties en faveur du locataire, car derrière chaque contrat de bail se cache une histoire, une stabilité souvent fragile que le droit cherche à préserver sans jamais perdre de vue la dignité des justiciables. Avant le retentissement du marteau du juge, la prévention demeure le chemin le plus sûr. Le respect mutuel des engagements contractuels, qu'ils soient formulés par écrit ou simplement scellés par la parole donnée, constitue la première barrière contre la judiciarisation des litiges. Voilà qui est bien dit, Garibou Pérou. 13h passées de 26 minutes. Tout de suite après nous, la lecture des avis et communiqués avec Kani Keita pour vous dire que c'est la fin de cette édition mise en onde par Abse Traoré, Fousseni Sissoko, mise en ligne Sekou Traoré. Ousmane Daou a aidé à la réalisation. Elle vous a été présentée par Brahma Traoré et Fatou Idjabi. Le prochain rendez-vous avec l'information, c'est à 19h30. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellente fin de journée à vous, où que vous soyez.